À l'approche de Etevet, le jour du Didan Notzach, comme le rabbi l'a nommé, le jour de la victoire des Sfarim, Didan da Sfarim Natzach, c'est le jour où le rabbi a gagné le procès, le jugement concernant les livres qui ont été volés de la Sifriya, de la bibliothèque du rabbi. Alors nous allons essayer de raconter, d'expliquer un peu la joie et ce qui symbolise le sens de ce jour-là, de cette victoire, de ce Yom Tov qui a provoqué tellement de joie chez les Chassidim et qui est célébré chaque année chez tous les Chassidim dans le monde entier. Alors on va raconter bien sûr les événements tels qu'ils se sont passés, le déroulement des choses, de ce jugement, de ce qui s'est passé avec les livres. Et nous allons plutôt nous arrêter aussi sur le sens profond de cette victoire, de la douleur que ça a provoqué pendant toute cette période chez le rabbi, et bien sûr chez les chassidim, et naturellement de la joie que cela a pu amener, de cette grande joie, de cette immense joie que ça a pu amener lorsqu'il y a eu cette victoire le jour de Hetevet en Tafshin Mem Zayin en 5747 et en 1986. Alors déjà, concernant cette bibliothèque de laquelle les livres en question ont été volés, avant d'arriver à toute l'histoire du jugement, il faut savoir que les Sfarim, les livres, les manuscrits, les Kitveyad, comme on appelle ça, de Tzadikim et des Rebbeim, ont pris déjà une grande place chez tous les Rebbeim de la dynastie Chabad, en commençant par l'Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman. On raconte que déjà lorsque l'Admor Hazaken a été arrêté à l'époque de Yutet Kislev, de son emprisonnement, lorsqu'ils l'ont arrêté, qu'ils l'ont amené en prison, ils ont confisqué chez lui sa bibliothèque qui contenait une centaine de livres. Il faut savoir que pour cette époque-là, une centaine de livres, c'était considéré comme quelque chose d'important, d'une grande valeur. Ils ont confisqué ça pour connaître un peu la culture de l'Admor Hazaken suite aux accusations qu'il y avait eu contre lui. Plus tard, le Admor Emtsaï, son fils, le deuxième rabbi de Lubavitch, de la dynastie Chabad, il a élargi cette sifriya et on pouvait compter 611 livres avaient été répertoriés dans la bibliothèque du Admor Emtsaï, son fils, déjà à cette époque-là, donc ça s'appelait déjà une très grande bibliothèque pour l'époque. Le Tzemar Tzedek, il a continué dans cette tradition, dans cet esprit, et il a élargi la bibliothèque. Malheureusement, dans ces époques-là, de l'Admor Hazaken, Admor Emtsaï et le Tzemar Tzedek, ils ont connu des incendies qui ont provoqué la perte de certains livres et des manuscrits. Donc, par exemple, une partie du Shulchan Aruch de l'Admor Hazaken, certains Seifim Simanim, certaines parties que nous n'avons pas aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché qu'ils ont continué à l'élargir, à développer cette librairie, cette bibliothèque. Le Rabbi Rachab a dû quitter, à l'époque de la Première Guerre mondiale, il a dû quitter la ville de Lubavitch. Et lorsqu'il a quitté la ville de Lubavitch, il a dû, dans les circonstances de l'époque, donner à garder cette grande bibliothèque qui contenait déjà beaucoup, beaucoup de livres, dans des hangars spéciaux où ils étaient supposés être gardés là-bas jusqu'au jour où ils puissent les récupérer à Moscou. Et malheureusement, ça a été confisqué lorsqu'il y a eu la révolution bolchevique et qu'il y avait les communistes qui étaient au pouvoir. Ils ont confisqué cette bibliothèque. Le Rabbi Rayatz, Rabbi Yosef Yitzhak, son fils, donc 6e rabbi de Lubavitch, le beau-père du rabbi, il a racheté toute une grande collection de livres très importante et il a continué à élargir cette bibliothèque. Et bien sûr, cette bibliothèque contenait pas seulement des livres, d'anciens livres, différentes éditions de la Gemara et des textes des Rishonim du Moyen-Âge et des Tzadikim, mais elle contenait aussi beaucoup de manuscrits d'écrits de tous les Rebbeim, depuis Rabbi Shlomo Zalman à Admor Hazaken, qui étaient très très précieuses. D'ailleurs, lorsqu'ils sont venus emprisonner le rabbi précédent, qui sont perquisitionné son appartement, les communistes, ce soir-là où il en est en prison, ils ont voulu commencer à toucher à toute la grande bibliothèque qui se trouvait dans son appartement. Et là, le rabbi précédent
il les a arrêtés. Il les a tout de suite arrêtés en leur demandant de ne pas toucher. Il leur a dit, vos mains ne peuvent pas toucher à ces livres saints. Il leur a dit, ce que vous avez besoin de voir et de connaître et de comprendre, je pourrais le faire pour vous et vous expliquer. Donc c'était une bibliothèque qui était kadosh, sacrée. C'est un très grand patrimoine que le rabbi précédent a continué à élargir, tout en étant encore à l'époque en Russie, en ex-URSS. Après son emprisonnement, lorsque miraculeusement le 12 Tammuz, il a été Tavresh Pezaïn, c'était en 1927, et il a été libéré, et qu'il y a eu des démarches qui ont été faites pour lui permettre, dans les mois qui ont suivi, de quitter l'URSS avec sa famille et ses proches. Ils n'ont pas voulu le laisser emporter avec lui ses Sfarim, cette bibliothèque, et le rabbi précédent a fait comprendre qu'il ne quittera pas la Russie sans ses livres. Et finalement, ils lui ont autorisé de prendre ses livres avec lui, et quand il est arrivé à Riga, et après quand il était en Pologne, il avait toute cette bibliothèque avec lui, et après il demandait à tous les chassidim, tous les proches, il a fait des appels à toutes les grandes maisons d'édition de l'époque, de lui envoyer plusieurs exemplaires de chaque livre, et d'agrandir cette librairie. Après, lorsque le rabbi précédent a quitté la Pologne, qu'il a quitté l'Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'a pas pu emporter toute cette bibliothèque avec lui. Ils ont réussi à la faire venir petit à petit certaines parties de la bibliothèque par différentes personnes qui quittaient l'Europe, mais une grande partie était encore restée en Europe. Après, il y a eu plusieurs étapes et plusieurs démarches pour faire venir certaines parties. Et une autre partie qui a été confisquée par les nazis, et qui a été retrouvée, par les nazis qui l'ont confisquée. Et après cela, c'est les Russes qui ont gardé une grande partie de cette bibliothèque, de ces Sfarim qui avaient été déposés quelque part, et qui n'ont jamais voulu rendre. Donc il faut savoir qu'il y a toute une collection, tout un de livres, et d'un grand patrimoine très riche de Sfarim qui se trouve toujours actuellement en Russie. Il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites déjà il y a très longtemps, que le rabbi a encouragé, que le rabbi a mandaté certaines personnes, certains chassidim, certains shluchim pour s'en occuper. C'est des longues démarches, des longues procédures pour lesquelles jusqu'aujourd'hui la Russie refuse de les rendre, malgré les demandes et les condamnations de la part et les amendes de la part des tribunaux et aux États-Unis. Et le rabbi l'a fait comprendre que c'était une mitzvah d'œuvrer pour faire ramener ses livres. Récemment, il y a un certain nombre d'années, on va dire, il n'y a pas très longtemps, le président Poutine a accepté qu'une grande partie de ses livres, qui s'appelle le Osef Schneerson, ça veut dire la collection, le patrimoine de Schneerson, donc du rabbi Yosef Yitzhak, qu'elle soit exposée dans un musée en Russie, on peut aller les voir jusqu'à aujourd'hui, mais encore une autre partie qui sont dans des cartons, dans des hangars. Et il y a une partie qui est en Europe, qui plus tard, en 77, a été localisée et qui a pu être ramenée à la Sifria du Rabbi à New York, aux États-Unis, au 770. Dans un premier temps, cette Sifria, elle était localisée, elle se trouvait dans les sous-sols du 770. Et plus tard, ils ont acheté le bâtiment d'à côté. Et d'ailleurs, récemment, ils ont acheté encore la maison d'à côté pour élargir. C'est devenu une bibliothèque qui compte plus de 250 000 pièces, livres et encore des milliers, quelques milliers de manuscrits. C'est une des bibliothèques les plus riches au monde. C'est un des plus grands patrimoines. Et dans cette bibliothèque, on y trouve tous des livres de Torah, des livres de la Bible, des livres des Rishonim, comme je disais, des livres de toutes sortes, Sadikim, toutes livres de toutes sortes d'écrivains juifs, même des livres qui ne sont pas dans l'esprit religieux, dans l'esprit de Torah et Mitzvot. Mais le Rabbi Rayatz a voulu que tous ceux qui font des recherches, que ça puisse attirer tout le monde à venir consulter cette bibliothèque, dans bien sûr un but de pouvoir après, grâce à ça, rapprocher tous les gens à Torah et Mitzvot. Mais voilà, dans cette bibliothèque, il y a de tout. Et c'est une bibliothèque très très riche. Et cette bibliothèque réside donc à côté du 770, dans le bâtiment d'à côté. Et c'est cette bibliothèque aujourd'hui qui a été remise en question, si on peut dire, pendant cette période du procès des Sfarim. Alors, ce qui s'est passé, c'est que pendant l'année
5745-1985, durant la fin de l'hiver, le printemps, jusqu'à peu près l'été, le début de l'été, il y a des livres de la Sifriya du Rabbi, de la Sifriya d'Agudat Hasidei Chabad, qui ont été volés, et certains ont déjà été vendus à des collectionneurs, à des antiquaires ou à d'autres personnes. Il s'agit ici de beaucoup de livres qui ont été pris, qui ont été volés de cette Sifriya. Alors, il faut savoir qu'ici, c'est pas tant une question d'argent. Bon, c'est des livres d'une très très grande valeur. Maintenant, lorsque cette chose a été découverte, la première chose, il est évident qu'il fallait en informer le rabbi. Il fallait en informer le rabbi, et donc il ne savait pas comment aborder le sujet, qui va annoncer cette annonce douloureuse. Comme on va voir qu'elle a été très douloureuse, parce que faut savoir que c'est une sifriya qui appartient à l'organisation mère du mouvement Chabad qui s'appelle Agudat Hasidei Chabad, Agudat Hasidei Lubavitch. Et c'est bien sûr tout l'enjeu de cette histoire, c'est que il ne s'agit pas ici d'un patrimoine ou d'un bien privé d'un rabbi, en l'occurrence du rabbi précédent. Et donc c'est le bien du mouvement Chabad, dont le rabbi est à la tête du mouvement Chabad. Et donc on savait que c'était quelque chose qui allait faire beaucoup de douleur, de chagrin, de peine au rabbi. Donc il y a un chassid qui a pris sur lui l'initiative d'aller prévenir la rabbinite Chaya Mushka. Donc il est à la maison du rabbi, il a annoncé ça à la rabbinite Chaya Mushka. La rabbinite Chaya Mushka était assez bouleversée d'entendre cette nouvelle. Elle a dit qu'elle le fera savoir au rabbi. Elle a dit, je lui annoncerai demain. Pourquoi demain? Pourquoi pas le jour même? Ça, on n'en a pas l'explication. Mais c'est elle qui a annoncé au rabbi cette chose-là, cette nouvelle. Alors, il faut savoir que quand le rabbi a su ça, il a essayé, dans les coulisses, si on peut dire, de faire beaucoup de démarches à différentes reprises pour essayer d'arranger ça. L'individu qui a pris ces livres, il accepte de comprendre la gravité de son acte et de rendre les livres et de restituer les livres à leur place et de comprendre l'importance de cette bibliothèque et qu'il n'y a pas lieu ici d'héritage ou quoi que ce soit de ce qui est réclamé. Beaucoup de démarches ont été faites, malheureusement sans succès si on peut dire comme ça. Ils refusaient totalement. Donc après, ils ont essayé par des tribunaux rabbiniques. Le rabbi a souhaité que ce ne soit pas des tribunaux rabbiniques rabat pour pas que le côté adverse puisse dire qu'ils sont entre guillemets sous l'influence ou l'emprise du mouvement Chabad, donc ils sont déjà pris parti. Et tous les rabbinim ont condamné cet acte et lui ont demandé de rendre les livres. Et lorsqu'il n'a pas voulu le faire, il y a eu un décret des rabbinim qu'on pouvait faire des démarches juridiques pour récupérer ses livres. Dans un premier temps, ce qu'il fallait déjà faire, c'est que puisque lui il avait déjà bien commencé à vendre les livres à des collectionneurs dans le monde entier, en Amérique, en Israël, en Europe, en Angleterre, un peu partout, en Suisse. Donc c'était compliqué et il fallait arrêter, dans tous les cas, la vente de ces livres. D'abord parce qu'il ne fallait pas qu'ils puissent continuer à les vendre, ils vont se perdre et après on ne pourra pas les récupérer, etc. Donc le secrétaire du rabbi, le Rav Yehuda Krinsky, avec les avocats, il y avait un avocat qui s'appelait Maître Shustak et l'autre avocat principal qui était le leader de la défense de ce procès, qui s'appelait Nathan Levin, connu sur le prénom Nat Lewin, qui était un des plus grands avocats au barreau de New York, qui a défendu ce cas, donc. Et donc ils ont obtenu que le tribunal a décidé de geler tout le stock de livres, il a dû les restituer, ils ont été déposés dans des hangars du tribunal, et donc ils ne pouvaient plus vendre davantage de livres parmi les livres qu'il avait déjà pris. Et donc maintenant l'étape était l'étape du procès, et en même temps d'essayer de récupérer chez les personnes qui ont acheté ces livres-là. Pour l'instant, tout ça n'était pas encore public. Le rabbi a réuni les membres de l'organisation des chassidim, qui sont membres de l'organisation de Agudat Hasidei Chabad. Il y a eu différentes reprises que le rabbi les a appelés dans son bureau, et le rabbi leur a demandé d'agir. Le rabbi leur a dit que si rien ne se faisait, il n'aurait pas le choix que de rendre les choses publiques. La première fois que la chose a été rendue publique, c'était lors du Farbringen de Yud Bet Tammuz. Alors,
peut-être je ne l'ai pas précisé, mais tout ça, ça s'est passé dans l'année Tafshin Mem E 5745-1985. Et c'était vers la période de l'été que ça a été découvert qu'il a volé et que toutes ces démarches ont lieu. Et donc, dans le premier Farbringen, le rabbi, il a commencé à en parler. Et lorsque le rabbi a commencé à en parler pour la première fois, le rabbi en a parlé de manière très très sévère, très dure si on peut dire. Et on a vu combien c'est là où les chassidim, la plupart qui n'étaient pas encore en courant, tout ça qui ont découvert un peu ce qui se passait, mais la grande découverte, si on peut dire, là ce que les chassidim ont découvert, c'est la douleur, le chagrin, la souffrance que tout cela provoquait chez le rabbi. Et ça, on l'a entendu dans les propos très sévères que le rabbi l'a dit à ce sujet concernant cet acte du vol de livres, comme on va l'expliquer. Alors maintenant, certains peuvent se demander de quoi il s'agit ici. De quoi il s'agit tellement, c'est pas la première fois dans l'histoire, même s'il s'agit ici d'un grand tzaddik, en l'occurrence ici il s'agit du rabbi Rayatz, le beau-père du rabbi, qu'un tzaddik, un homme saint, va laisser après son départ, après sa istalkout, des biens, et des biens d'un tzaddik qui sont kadosh, et qui vont être hérités chez ses proches. Est-ce qu'ici il s'agit d'un héritage, juste un litige, comme on peut en connaître d'autres, Chas Shalom? Pourquoi ça a pris une telle ampleur, si on peut dire, et ça a provoqué une telle douleur, et pourquoi ça a remis tellement en question les choses? Il faut savoir que lors d'une des réunions que les membres de la Agudat Chassidei Chabad ils ont eu dans le bureau du rabbi, ils ont proposé au rabbi de peut-être faire un accord, un arrangement avec le côté opposé. L'idée de l'arrangement qu'ils ont proposé, il semble qu'il s'agissait de faire un accord avec lui, que l'argent qui a déjà été récupéré des livres qu'il a vendus, il puisse le garder, peu importe, mais ils ont proposé quelque chose dans cet esprit. Et le rabbi s'est exprimé de la manière la plus ferme et la plus sévère. Il leur a dit: comment vous pouvez imaginer une telle chose? Le rabbi a parlé sur un ton avec une voix très élevée. On pouvait l'entendre à l'extérieur. Le rabbi leur a dit: combien de Teilim vous avez dit aujourd'hui? Combien de tzedaka vous avez donné? Où est le Mesirut Nefesh des Chassidim? Le rabbi il a dit, et là, c'est justement l'enjeu et la question, le rabbi s'est exprimé, il a dit: ce qui se passe ici, c'est une guerre contre tous les Rebbeim. C'est une guerre, c'est pas sur les livres, c'est une guerre sur le siège. Et le rabbi l'a montré sur sa chaise, sur le poste du rabbi. On va expliquer un petit peu pourquoi ici le fait d'avoir pris les livres et de considérer qu'il s'agit ici d'un héritage tout simplement, Chas Shalom, remettant en question, si on peut dire, toute la Nessiout. Le rabbi s'exprime, il a dit: c'est une guerre contre la Dmourazaken, le Alter Rebbe. Le rabbi a dit des mots très très sévères. Il semblerait que les chassidim de Agudat Chassidei Chabad, quand ils ont proposé certaines choses au rabbi, dans ces premières réunions, ils commençaient un peu à prendre conscience de l'enjeu ici spirituel que ce vol des Sfarim avait provoqué. Alors déjà, il faut savoir, comme on l'a dit, que les Sfarim, chez les Rebbeim, c'était quelque chose de très 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 précieux. Comme on voit combien de force ils ont mis pour cette Sifria. Et pour donner un exemple, le Rabbi Rayatz, il y a dans son bureau 3 valises, dans son bureau qui se trouve à l'étage au-dessus du bureau du Rabbi, le bureau du Cheder Yichidut du Rabbi Rayatz. Parmi toutes les bibliothèques qu'il y a dans son bureau, il y a aussi beaucoup de livres là-bas. Il y avait d'ailleurs certains livres qui étaient posés sur le bureau du Rabbi Rayatz, que le Rabbi n'a jamais touché, ils n'ont pas bougé. Et le Rabbi attendait qu'on récupère ces livres et qu'ils soient restitués, qu'ils puissent récupérer leur place. Ça veut dire que chaque chose avait un symbole très très spirituel pour le Rabbi dans cette histoire. Et donc, dans ce bureau-là, il y avait 3 valises. Dans ces 3 valises, il y avait plusieurs choses. Parmi les choses qu'il y avait dans ces valises, il y en a une qui contient des manuscrits très 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 précieux des Rebbeim, du Rabbi Rachab, et des Rebbeim précédents, des Mamarim de Chassidut. Certains, une grande partie, avec le temps, le Rabbi a autorisé à ce qu'on les imprime et ce qu'on les diffuse, qui sont étudiés aujourd'hui, d'autres pas encore à ce jour. Mais on raconte que le Rabbi précédent, pendant la Shoah, pendant la guerre, avant qu'il quitte l'Europe, lorsqu'il était en Pologne, et qu'il devait fuir
les bombardements de l'aviation allemande et qui devait se sauver et se cacher dans des bunkers. Et il devait passer d'un immeuble à l'autre, d'un endroit à l'autre. Et le Rabbi Rayatz ne marchait pas, il était accompagné sur une chaise roulante. On raconte qu'il avait cette valise avec les manuscrits de son père et des Rebbeim qui l'ont précédé. Elle restait toujours sur ses genoux, il la lâchait pas. Jusqu'au point même qu'il y a un chassid qui raconte que quand ils étaient d'un bunker à l'autre, ils devaient se déplacer, qu'il y a un immeuble qui a été... Parce qu'il faut savoir que pendant cette période, le Rabbi Rayatz était toujours en fuite, comme tous les gens de cette époque, des bombardements des nazis, et il était souvent caché dans des bunkers. On raconte que une fois, il était dans un immeuble, ils l'ont déplacé dans l'autre partie de l'immeuble, entre-temps, le premier côté de l'immeuble où il se trouvait, il a été complètement détruit. Et c'était une période pas facile, ça c'est une autre histoire. Il y a un chassid qui s'appelle Rav Yosef Weinberg, qui était un grand chassid, qui était à l'époque proche du Rabbi Rayatz, à cette époque en Pologne. Il raconte qu'une fois, dans la fuite du Rabbi Rayatz d'un endroit à l'autre, il gardait cette valise. Et pendant qu'il gardait cette valise, sa propre sacoche de talit et tefillin, elle était gardée par quelqu'un d'autre. Ça veut dire que c'était très très précieux, jusqu'au point où, une fois, quand ils étaient en train de fuir, le talit et les tefillin du Rabbi Rayatz ont été perdus, ils n'ont pas été retrouvés, mais cette valise, il l'a gardée de la manière la plus sérieuse. Le rabbi dit que le Rabbi Rayatz s'est jamais séparé de cette valise. La seule fois où le Rabbi Rayatz s'est séparé de cette valise, c'était lorsqu'il a fait en Tavresh Petet, ça veut dire en 1929, son voyage en Eretz Israël. Et à cause des déplacements, c'était un peu plus délicat pour la garder. Et là, il l'a confiée pendant cette période au rabbi. D'ailleurs, on va revenir dessus. Le rabbi en a parlé. Mais pour montrer combien un livre d'un rabbi, c'est quelque chose qui prend énormément à cœur. Ça a une certaine gdusha. Gashmiut, le livre, il a une gdusha. Les manuscrits, tout ce qui appartient à un rabbi, ça a une gdusha. Et Buruchniut, ça symbolise quelque chose, ça symbolise une gdusha, un livre dans lequel que le rabbi a utilisé, dans lequel le rabbi l'a étudié. D'ailleurs, comme je le disais, il y avait beaucoup de livres qui n'étaient pas dans l'esprit de Torah et Mitzvot. Et le rabbi raconte qu'à l'époque du rabbi précédent, il y avait une certaine personne qui avait aperçu un livre comme ça dans la Sifriya, il l'avait brûlé, il pensait naïvement, si on peut dire, bien faire. Parce qu'un livre comme ça ne devrait pas se trouver dans la Sifriya, dans la bibliothèque. Et on lui a reproché beaucoup. Si le Rabbi Rayatz a choisi de le mettre pour la raison qui lui semblait bon d'avoir ce livre, et la raison principale que le Rabbi Rayatz a fait savoir, comme on l'a dit, c'était que d'attirer le maximum de personnes vers cette librairie, et donc les attirer vers le mouvement Chabad, vers la Chassidoute, etc. Le rabbi a raconté dans un Farbrengen, alors il y a eu, après ce vol, une série d'interventions du rabbi. Donc la première, comme j'ai dit, a commencé Yud Bet Tammuz, Tafshin Mem E, en 1985, où le rabbi a parlé de la manière la plus sévère, et il y a eu une série d'interventions dans les semaines qui ont suivi. Il y a eu le Farbrengen du 15 Tammuz, il y a eu une Yichidut pour les invités quelques jours auparavant. Il y a eu le Shabbat Parashat Pinchas, Shabbat Parashat Balak. Le rabbi a intervenu à ces différentes interventions dans les Farbrengen, dans les rassemblements chassidiques. Et dans ces Farbrengen, le rabbi a dit des mots très très clairs, très sévères concernant cette histoire. Après cette période, le rabbi n'en a plus parlé en public. Mais ces différentes interventions-là ont pu permettre aux chassidim de comprendre l'ampleur et l'enjeu et la douleur et le chagrin que cela a provoqué chez le rabbi. Alors, le rabbi a déjà expliqué que une des choses que le côté opposé disait, c'est que c'est un héritage, qu'il n'y a pas de continuité au mouvement Chabad, donc on ne peut pas prétendre qu'il y a une Agudat Chassidei Chabad dirigée par un rabbi qui est à la tête de ce mouvement, qui continue la suite du travail du sixième rabbi du mouvement Chabad, le rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi Rayatz, que tout s'arrêtait là, chaz v'shalom. Et comme le rabbi s'est exprimé, lui, il a vu, on marquait cette année-là les 35 ans depuis le premier Yud-Shvat, la Estalkut du Rabbi Rayatz. Lui, il a vu une levaya, un enterrement, et pour lui, ça s'arrêtait là, chaz v'shalom. Lui, dans ses déclarations, il disait que tout s'arrête là, que chaz v'shalom, le mouvement Chabad, de toute façon, n'est plus actif. Et donc, le Rabbi a expliqué que chaz v'shalom, le Rabbi s'est exprimé, il a dit que lorsqu'on prend un livre
du Rabbi Rayatz, on est en train de prendre un morceau de sa vie, et c'est comme si on faisait une autre levaya, chas shalom, au Rabbi Rayatz. Et le Rabbi, il a dit, le Rabbi Rayatz, il est vivant chez nous, à travers nous, et avec nous, et par nous. Le Rabbi, il a dit des expressions, le Rabbi, il a dit, la manière de voir que le Rabbi Rayatz, il est vivant, c'est le fait qu'on voit un chassid qui marche et qui continue la avoda du Rabbi Rayatz. Ça, c'est la preuve que ma zaro bachaim afou bachaim, et que lui, il est vivant, parce que zaro bachaim, la preuve qu'il est vivant, c'est le fait que tout le travail de la diffusion de la chassidout, de la shlichut du Rabbi Rayatz, tout ça, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Je fais une petite parenthèse. Le célèbre avocat de ce jugement, qui s'appelle, comme on l'a mentionné, Nat Lewin, il a une intervention qu'il a fait dans un Farbrengen, il a dit, quand il a raconté l'histoire, il a dit, dans la paracha de cette semaine, justement, Vaïgash, on raconte qu'ils ont annoncé à Yaakov que Yosef est vivant. Alors c'est marqué, Vayomrulo od Yosef Chai, Yosef est encore vivant, V'chi ou Moshel b'chol eretz Mitzrayim, et qu'il gouverne sur toute la terre d'Égypte. Alors il dit, la question se pose, pourquoi c'est marqué en hébreu Od Yosef Rai, V'chi ou Moshel b'chol eretz Mitzrayim. Le verset aurait pu dire tout simplement Od Yosef Rai, Yosef est vivant, V'hu Moshel b'chol eretz Mitzrayim, et il gouverne. Pourquoi il est marqué V'chi ou Moshel b'chol eretz Mitzrayim, ce mot en plus. Et il a donné cette petite interprétation, mais qui va dans le même esprit de ce qu'on a mentionné, que le Rabbi a dit dans le Farbrengen. Il a dit que c'est pas juste que Yosef est vivant et quel poste il occupe. Maintenant, il gouverne sur la terre de Mitzrayim, sur la terre d'Égypte. Non. La preuve que Yosef est vivant, la preuve qu'il est actif, Od Yosef Rai, V'chi ou Moshel b'chol eretz Mitzrayim, le fait qu'il gouverne, qu'il maîtrise, qu'il a une influence, qu'il continue à être le leader dans ce monde-là, c'est la preuve qu'il est vivant. Il a dit Yosef fait référence au Rabbi Rayatz. Et Od Yosef Rai, c'est quoi la preuve qu'il est vivant? C'est Zaro Bachaim, le fait qu'on voit qu'un chassid et les chassidim et les fidèles, ils continuent le travail qu'il a demandé de faire dans Torah, Avoda, Gmilut Chassadim, Avodat Hashem, Avodat Atfila, et bien sûr la shlichut principale de diffuser le judaïsme et dans le monde et les sources de la chassidout. Ça, c'est la preuve qu'il est vivant. Le Rabbi a ramené la Gemara Ta'anit, qui dit que dans le traité Ta'anit, qui dit que Yaakov Avinu Lomet, et que la Gemara le précise, et lorsqu'ils ont embaumé Yaakov, c'est marqué pourtant que les Égyptiens l'ont embaumé. Et la Gemara l'interprète, le Rabbi il ramène le Rashi, ils ont pensé qu'il était mort. Et donc le Nassi adore, il est toujours présent. Et là, le Rabbi s'est exprimé, il a dit que chacun qui possède un livre, illégalement, d'après la loi, mais même d'après la Torah, de ces livres qui ont été qui ont commencé à être vendus, chacun qui possède un livre, chaque livre, c'est une bombe vivante. Dans l'expression en yiddish, lebedike bombes. Le Rabbi, il a dit, ça peut être présenté, une bombe, des fois, elle peut être dissimulée dans une jolie pomme, dans quelque chose de joli qui peut paraître bien, mais en vérité, on ne sait pas quand est-ce que ça peut exploser. Et donc le Rabbi a donné des expressions, il a dit c'est très très grave pour chacun qui a un livre. Et le Rabbi il a demandé que tous ceux qui par erreur ne savaient pas et qui ont acquis des livres qui ont été vendus, qu'il les restitue à Agudat Chassidei Chabad, et c'est Agudat Chassidei Chabad qui va à la Sifriya donc du Rabbi, et qui va les dédommager, ça veut dire qu'il va leur rendre l'argent de ce qu'ils ont dépensé dans cette acquisition, dans cet achat. Et le Rabbi a dit des mots très sévères. Le Rabbi il a dit il y a même des personnes qui ont eu des problèmes de santé à cause de ça, mais dès qu'ils ont regretté, qu'ils ont pensé dans leur tête de changer leur comportement par rapport au livre et de les rendre, ben, ils ont commencé à aller mieux. Donc le Rabbi il a fait montrer que c'est une chose tellement grave qu'elle peut avoir un impact nocif, si on peut dire, matériellement sur ceux qui ont un rapport négatif avec ces livres-là, qui les prennent et qui les gardent chez eux. Et comme le Rabbi l'a dit, ce sont des bombes vivantes. Et donc, c'était des mots très très sévères, que le Rabbi l'a dit sur un ton très sévère, et les chassidim ont commencé à comprendre l'ampleur que ça prenait chez le Rabbi de cette accusation. Le Rabbi il a fait comprendre qu'il s'agissait ici sur une accusation qui remettait en question la Nessiout, la continuité du Rabbi et la diffusion de la Chassidoute et tout le travail que le Rabbi il est en train de faire. Dans une des interventions, le Rabbi a raconté
pour donner un exemple qui explique combien les Sfarim, ils ont une Kedusha, ils prennent une importance, une dimension spirituelle très précieuse et très chère chez les Rebbeim, c'est que le Rabbi a raconté que le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, donc le père du Rabbi Rayatz, cinquième rabbi de Lubavitch, il a écrit une tzava, un testament, dans lequel il a dit que pour les 3 filles du Rabbi Rayatz, donc le Rabbi Rayatz avait 3 filles, dont une qui est la rabbinite Chaya Mushka, la femme du Rabbi, que lorsqu'elles allaient se marier, il a destiné certains de ses livres personnels qu'il avait. Il y avait une petite liste de quelques livres, un Tanya, un Torah Or, un Likutei Torah, et il a dit qu'on donnerait certains livres à chacun de ses 3 gendres le jour où ses petites filles se fianceraient, donc les filles du Rabbi Rayatz. Et donc il a précisé quel livre pour chacun des gendres de chacune de ses petites filles. Le Rabbi dit que jusqu'à une certaine période, il n'était pas au courant de ça. Lorsqu'il a été au courant qu'il lui était destiné certains livres, il a su quel livre le Rabbi Rachab lui avait réservé, si on peut dire. Le Rabbi a dit, j'ai pas hésité du tout. Et j'ai directement été chez mon beau-père, le Rabbi Rayatz. Et j'ai été avec, naturellement, le Derech Eretz qu'il faut, pour réclamer ce qui m'est, entre guillemets, ce qui m'est dû, les livres qui me sont destinés. Et il dit, quand j'ai réclamé ça à mon beau-père, le Rabbi Rayatz, n'a pas réagi. Mais le Rabbi dit, mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas reçu ces livres. Ça montre combien, pour un rabbi, c'est dur de se séparer des livres d'un tzaddik. Et il dit, et j'ai pas de doute que mon beau-père, connaissant la tzava, le testament de son père, combien un mot de son père, une instruction de son père, c'est précieux, c'est Kodesh Kodashim. Et tout en étant précieux, pour des raisons qui le regardent, il ne me les a pas encore données. Et le Rabbi l'a dit dans l'autre sens, c'est son père, le Rabbi Rachab, il savait combien ça allait être précieux pour lui, pour son fils, de se séparer de certains livres. Malgré tout, il a écrit qu'il destinait certains livres pour les gens. Et malgré ça, le Rabbi Rayatz ne les a pas donnés. Le Rabbi il a dit une expression, En la rer achar midotav, je ne remets pas en question du tout les comportements de mon beau-père. Mais le Rabbi il a donné cet exemple pour dire combien c'était précieux. Et que le Rabbi Rayatz ne pouvait pas se séparer de ses livres. Et donc, le Rabbi l'a montré. Il y avait une autre chose qui prenait très, très à cœur et qui inquiétait le Rabbi. C'était dans la bibliothèque du Rabbi, d'ailleurs, et dans les expositions qu'ils font aujourd'hui, on peut le voir, et des photos de ce livre ont été maintenant publiées. C'est le Sidour du Baal Shem Tov. Alors, le Sidour du Baal Shem Tov, c'est quelque chose de très très précieux. Et le Rabbi s'est exprimé dans les différentes interventions de cette période dans laquelle il a dit « J'ai peur pour le Sidour du Baal Shem Tov ». Le Rabbi, il n'était pas tranquille de savoir est-ce qu'il a été pris. Ce Sidour, il se trouvait dans une des 3 valises qui sont dans le bureau du Rabbi précédent. Et ayant vu que ça prenait à cœur et que le Rabbi était inquiet pour ce Sidour du Baal Shem Tov, alors le Sidour du Baal Shem Tov, c'est un Sidour particulier. D'ailleurs, dans ce Sidour, on peut voir dans la page de Tkiyat Shofar, où il y a des taches de sang. On dit que le Baal Shem Tov, il y avait des moments où ça... Physiquement, la tfila, l'enthousiasme qu'il avait dans la tfila, ça a infecté ça avait un impact sur son physique. Il y avait des taches de sang sur le sidour. On peut voir même dans certaines pages du Shmona Esrei, je pense, où les élèves écrivaient leur prénom et le nom de leur mère pour que le Baal Shem Tov pense à eux pendant qu'il fait sa tfila. C'est un sidour très 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 kadosh. Le Rabbi dit, mon bon-père m'a dit qu'on ne touche pas ce sidour sans aller se tremper au mikvé. Et il dit, une fois, mon beau-père m'a demandé de faire des photos, de scanner ce sidour. Alors à l'époque, on ne scannait pas avec les scanners qu'on connaît aujourd'hui, ils appellent ça des photostats, des diapositifs. Et le Rabbi dit, j'ai pas compris à l'époque pourquoi mon beau-père cherche à ce qu'on fasse rentrer ce sidour kadosh dans une machine. Le Rabbi dit, aujourd'hui je comprends, parce que le Rabbi mon beau-père, il voulait que chaque page de ce sidour soit répertoriée, soit scannée, qu'il y ait une photo de chaque page, parce que malheureusement, dans des biens si précieux, les gens, ils se permettent de retirer certaines feuilles, certaines pages, ils peuvent vendre même une page du sidour, pour s'assurer qu'on a toujours toutes les pages de ce sidour. Donc le Rabbi n'était pas tranquille. Et la rabbinite a su ça, elle a demandé à un des chassidim qui était un des shamashim dans la maison du Rabbi, qui s'appelait Rav Sham Dov Bergansburg, elle lui a donné les clés, elle lui a donné accès au bureau du Rabbi Rayatz.
elle a vérifié dans les valises si le siddur du Baal Shem Tov a été touché, elle lui a donné des indices et des instructions pour s'assurer qu'il y a bien toutes les pages, certainement des indices qu'elle avait reçus du rabbi. Et il a été effectivement vérifié, et Baruch Hashem, le siddur le siddur du Baal Shem Tov n'avait pas été touché. D'ailleurs, à l'époque, il y avait une photo qui a été publiée du rabbi qui marche sur l'avenue Eastern Parkway, qui revient vers le 770, de la banque. On a su que le rabbi, c'était Chav Gimel Iyar Tafshin Memvav, c'était, je pense, pendant cette période, si je ne me trompe pas dans la date, et le rabbi a été à la banque. Et on ne savait pas, à l'époque, en tout cas, la plupart des chassim ne savaient pas pourquoi le rabbi avait été à la banque. Mais la raison pour laquelle le rabbi a été à la banque, ça s'est su un peu plus tard. On le voit marcher avec le Rav Groner, il porte une enveloppe marron dans les mains. Et le rabbi avait un coffre à son nom à la banque. Et dans ce coffre étaient gardés les diapositifs, ce qu'on appelle les photostats du siddur du Baal Shem Tov. Et ce jour-là, le rabbi a été accompagné de son secrétaire Rav Groner à la banque. Lorsque le rabbi est arrivé à la banque, il a dû signer certains documents pour pouvoir avoir accès à son coffre. Et lorsqu'il est rentré dans la pièce, il était seul, sans le secrétaire. Et le rabbi est revenu avec l'enveloppe où il avait ses photostats, ses diapositives du siddur du Baal Shem Tov, et peut-être d'autres choses, on ne sait pas. Mais on a vu comment ce siddur a créé une inquiétude et prenait à cœur pour le rabbi. Le rabbi, revenons à la valise en question sur laquelle on a parlé, que le rabbi Rayatz gardait très précieusement à côté de lui, même pendant les moments les plus durs où il y avait les manuscrits de son père. Comme je l'ai dit, le rabbi il l'a gardé pour le rabbi Rayatz lorsque le rabbi Rayatz a voyagé en Eretz Israël. Et le rabbi, il a raconté ça à Farmaïen. Le rabbi, il dit, lorsque quelqu'un, il y a des dynimes, il y a des lois dans la Gemara, lorsque quelqu'un il demande, il est mafkid, il dépose quelque chose à garder chez un autre, le gardien, le shomer, la question se pose, est-ce qu'il a le droit d'utiliser les objets? Alors, si on va donner à garder un livre à quelqu'un, est-ce que pendant la période où il le garde, il a le droit de l'ouvrir, de l'utiliser, de lire, d'étudier? Alors, la loi, elle est que normalement, non, il n'a pas le droit de l'utiliser, parce que l'autre lui a pas donné l'autorisation de l'utiliser, à part s'il lui donne clairement l'autorisation. Mais s'il lui donne pas, il n'a pas le droit d'utiliser. Mais il y a une exception. Si le gardien, celui qui garde, c'est un Talmid Chacham, si c'est un érudit, un rave, quelqu'un qui étudie tout le temps, alors il peut le regarder. Pourquoi? Parce que lorsque la personne lui a donné à garder, il sans doute, sachant que celui qui lui garde, c'est un Talmid Chacham, quelqu'un qui étudie, qui est impliqué dans les livres de Torah, il a certainement dans la tête qu'il va ouvrir le livre, donc c'est un accord pas officiel, si on peut dire, qui lui permet d'utiliser les livres. Le Rabbi a dit, quand mon beau-père m'a donné cette valise avec ces manuscrits, je me suis permis de faire des photostats, de scanner, de faire des photos de tous les manuscrits. Et bien que mon beau-père m'a pas donné l'autorisation, mais me connaissant, mon beau-père, il savait que, en me donnant à garder ces choses-là, il n'avait pas de doute que c'est quelque chose que j'allais naturellement faire. Et c'est pour ça que le rabbi dit, je me suis permis de le faire. D'ailleurs, concernant les livres qui ont été vendus, il y a beaucoup de chassidim qui avaient des contacts avec des antiquaires, avec des collectionneurs, avec différentes personnes qui ont été à la recherche de beaucoup de livres. Et dès qu'ils savaient qu'il y avait un livre qui était chez quelqu'un, ils essayaient de faire tout le nécessaire pour le convaincre de le rendre à la Sifriya et faire le nécessaire avec la direction de la Sifriya du Rabbi, tout selon les instructions du Rabbi pour dédommager ces personnes. Il y avait un chassid Chabad en Angleterre qui s'appelle Rav Feivish Vogel. Et lui, il a rencontré une personne qui a acheté une Agada d'une édition rare et ancienne et particulière. Il a acheté une Agada pour un montant de 147 000 dollars. Ça veut dire qu'elle avait été vendue à un premier collectionneur, un premier antiquaire, je pense en Suisse, à 70 000 dollars. Après, elle a été revendue à 147 000 dollars. Et quand il a su que cette personne avait cette Agada, il a été le voir. Alors, cette personne n'était pas du tout, c'était une personne froum, religieuse, pratiquante, mais pas du tout, qui n'adhérait pas au mouvement de la Chassidoute, au mouvement Chabad. Et il a été le voir, il lui a expliqué l'enjeu, il lui a expliqué ce que le rabbi dit, et l'autre il lui a dit, regarde, moi j'ai fait les choses légalement, j'ai acheté quelque chose, ne m'embête pas avec ces histoires, je vois pas quel est le problème. Il a joué un peu ce jeu. Et là, Raphaël Vogel, voyant qu'il n'arrivait pas à le convaincre, il a dit, j'ai une solution. Il lui a amené la cassette, à l'époque c'était sur des cassettes, l'enregistrement du Farbringen, du rassemblement chassidique dans lequel le rabbi parle.
il sort de tout son cœur la douleur qu'il a des Sfarim, et dans laquelle le Rabbi il dit que c'est des lebedike bombes, c'est des bombes vivantes, que c'est dangereux de les garder. Et l'autre, quand il a entendu directement les mots du Rabbi, là il a compris, il a dit ok, tu sais quoi, je suis prêt à la rendre, dédommagez-moi, je veux plus la garder, cette Agada. Alors je fais une parenthèse, c'est une Agada d'une ancienne édition qui n'est pas forcément Nusach Rabat, le rite Rabat qu'on lit chez nous au Seder de Pessah. Mais comme on a dit, chaque symbole, chaque élément qui était dans cette sifria a un symbole spirituel. Et ça fait partie de la sifria que Rabbi Rayatz a constituée pour la Goudat Chassidei Chabad, qui a pour but d'avoir un rôle, qui a un rôle dans la diffusion du judaïsme, dans la shlichut des Rebbeim Chabad, de Hafatzat HaMayanot, de diffusion de la chassidoute. Et donc, Rav Faiv Shvoga, il a tout de suite pris contact avec Rav Radakov, il lui a demandé qu'est-ce qu'on doit faire, est-ce qu'on lui rachète, comment on doit, pour savoir quelle sera la procédure. Pendant la conversation, le Rabbi a décroché le téléphone de son bureau, et donc le Rabbi a donné les instructions comment faire. Je passe les détails, et cette Agada a été restituée à sa place au 770. Maintenant, Rav Faiv Shvoga, il raconte comme ça. Il dit que quelques années plus tard, il a rencontré la fille de ce monsieur. Et la fille de ce monsieur lui a dit, je veux te raconter quelque chose. Mon père est diamantaire. Et il avait certains diamants sur lesquels il avait investi pas mal d'argent et qu'il n'a pas réussi à revendre. Et ça dormait chez lui pendant beaucoup de temps. Et c'est un peu embêtant parce que il voulait pouvoir le vendre et récupérer l'argent. Et il dit, le jour même où il a rendu cette agada, il y a une personne qui est venu racheter pour une somme significative, importante en tout cas, ces diamants ou ces bijoux qui dormaient chez lui et qu'il n'arrivait pas à vendre. Et il lui a dit à sa fille, ne raconte pas au Chabad parce qu'ils vont dire encore que c'est un miracle de leur rabbi. Donc pour montrer comment il s'agit ici de quelque chose de tellement sérieux spirituellement qui prenait à cœur au rabbi. Il y a une autre chose intéressante qui s'est passée pendant cette période, c'est que Yud Aleph Nissan, le 11 Nissan, qui est le jour anniversaire du Rabbi, le Rabbi faisait un rassemblement chassidique, un Farbrengen, pour la date de son anniversaire, déjà depuis un certain nombre d'années, depuis 1972. Et là, le jour de ce Farbrengen, c'était la dernière fois que le Rabbi a fait un Farbrengen pour le 11 Nissan. Le Rabbi a parlé de quelque chose. Et ça a paru étrange, mais le Rabbi a posé la question, il a dit, comment ça se fait qu'on célèbre aujourd'hui un Farbrengen, il faisait référence le jour de son anniversaire, qui est une joie, quelque chose de privé, de personnel. C'est pas comme si on marquait une date comme le Yud Shvat, le Yutet Kislev, ou le 12 Tammuz, libération de Rabbi Rayatz, quelque chose qui concerne tous les chassidim, qui concerne le judaïsme en général. Mais là, c'est quelque chose de personnel, c'est son anniversaire privé, on en fait une célébration, il en fait une célébration publique, un grand Farbrengen, comme tous les Farbrengen que le Rabbi a l'habitude de faire. Et le Rabbi a dit que, en vérité, ici, il ne s'agit pas de lui. Le Rabbi dit, ici, il s'agit du travail et de l'influence générale, et du rôle que le Rabbi a sur les chassidim et sur le peuple juif de manière générale. Et pour expliquer ça, le Rabbi a donné un exemple, il a dit, quand Simchat Torah, on danse, c'est la Torah, c'est la joie de la Torah. Mais la Torah, à Simchat Torah, elle ne peut pas danser. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle n'a pas de pieds, elle n'a pas de mains. Donc elle a besoin qu'il y ait le juif qui porte le Sefer Torah et que lui devient les mains et les pieds de la Torah pour que la Torah puisse danser. Et c'est la joie qu'on a lorsqu'on danse avec le Sefer Torah le jour de Simchat Torah. Et le Rabbi il a dit la même chose. Le Rabbi Rayatz, il a un travail qu'il a commencé à faire et qui continue. Aujourd'hui, on a besoin physiquement des pieds, des mains. Ça veut dire, le Rabbi veut dire qu'il est juste une continuité, ni plus ni moins, pour pouvoir permettre de réaliser le travail du Rabbi précédent. Le Rabbi, il a raconté une histoire qui s'est passée avec un grand tzaddik à l'époque. Alors, lorsque le Rabbi a raconté l'histoire, n'a pas mentionné le nom du tzaddik. Il a dit que c'était une histoire qu'on racontait à son époque au Cheder. L'histoire s'est passée avec le Nodab Yehuda, Rabbi Cheskel Lando, qui était un grand décisionnaire halachique au XVIIe siècle. Il était physiquement petit de taille. Et on lui a reproché, on lui a dit comment une personne si petite, mince,
peut occuper le poste de Rav d'une si grande communauté, d'une si grande ville. Et lui, il a répondu, la personne, elle est peut-être, le Rav, il est peut-être petit, mince, mais le siège, il est très très grand. Il a voulu dire que, peu importe l'aspect, le côté physique, ou même peu importe de la personne qui occupe le poste, l'essentiel, c'est que le poste qu'il occupe, c'est un grand poste, c'est un rôle, et que le travail soit fait. El Rabbi, il a donné ce même exemple pour dire que lui, aujourd'hui, il est peut-être, là, il s'est exprimé, il a dit, dans le même esprit de ce qu'ils ont dit dans l'histoire, il a dit, mais l'essentiel, c'est que le siège, il est grand, c'est le siège du Rabbi Rayat, c'est le travail du Rabbi Rayat qui continue. Et El Rabbi, avec ça, il a expliqué pourquoi il célèbre son anniversaire, parce qu'il ne considère pas qu'il a quelque chose de personnel ici, c'est le travail qu'il fait pour continuer ce que le Rabbi Rayat a fait pour les chassidim et pour le peuple juif de manière générale. Et le Rabbi a développé davantage le rôle du travail qu'il était en train de faire et de continuer dans le domaine de la Fatsat Amayanot, de la diffusion des sources de la Chassidut Chutza à l'extérieur. Bon, ça a paru un peu étrange que le Rabbi ait trouvé nécessaire de se justifier qu'il célèbre son anniversaire dans un Farbringen public avec tous les Chassidim, et comme s'il y a quelque chose qui était remis en question. Mais il s'avère que pendant cette période-là, officiellement, on ne l'avait pas encore annoncé au Rabbi, officiellement personne ne le savait, mais c'était déjà depuis quelques semaines que cet individu avait commencé à voler des livres de la Sifriya, ce qui, Beruchniut, remettait en question la- comme le Rabbi l'a dit, la Fatsat Amayanot de la Chassidut Chabad et tout le travail du Rabbi depuis l'Admor Azaken. Et le Rabbi s'est exprimé aussi dans un Farbringen. Il a dit, on me demande comment ça se fait que ça prend tellement à cœur. Peut-être certaines personnes avaient essayé de dire au Rabbi d'essayer de prendre les choses d'une autre manière. Le Rabbi il a dit, mais j'irai pour ce Inyan-là, pour ce sujet-là, j'irai jusqu'à Messirut Nefesh. Et s'il faut que j'aille témoigner au tribunal, j'irai témoigner au tribunal. Le Rabbi il dit, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur et qui me fait mal physiquement à la tête. Le Rabbi il dit, je veux m'asseoir pour étudier un Rashi, un sujet dans le Rambam, mais j'arrive pas à me concentrer. Je suis en train de penser qu'est-ce qui va se passer avec les livres, qu'est-ce qui va se passer avec le bâtiment du 770, parce que c'est aussi une des choses qui a été remise en question, la propriété du bâtiment de 770 que le Rabbi Rayatz avait acquis à l'époque après qu'il est arrivé en Amérique. Et le Rabbi donc a conclu qu'il faut savoir que cette chose-là, c'est une guerre contre le Rabbi Rayatz. Et que le Rabbi Rayatz, comme on l'a précisé, le Rabbi l'a dit, il est vivant, il est actif, il est encore plus vivant chez nous, à travers nous et avec nous. Et le Rabbi l'a dit, et d'un côté c'est étonnant, comment on a remis en question et on a dit que le mouvement Chabad n'est pas actif, alors que le mouvement Chabad s'est tellement développé, il y a tellement de choses qui ont été faites, la Fatzat Mayanot, etc., etc. Et le Rabbi a dit, sauf, si la chose a été remise en question ici-bas, c'est que, quelque part, spirituellement, il y a quelque chose à ajouter. Donc le Rabbi a demandé d'ajouter dans différents domaines. Le Rabbi a dit déjà, pour ceux qui étudient Chassidut, et de le faire d'une meilleure manière, toute la avoda personnelle que chacun doit faire. Et après, le Rabbi a demandé qu'on rajoute dans toute la façade Tamayanot de la Chassidut. On va y revenir. Mais là, comme je l'ai mentionné, après cette période et quelques semaines du mois de Tammuz, le Rabbi n'en a plus parlé publiquement de toute l'histoire du procès des livres. On a remarqué sur le visage du Rabbi, quand je dis on a remarqué, c'est les Chassidim, les Bachurim qui étaient au 770 à cette période, qu'ils ont remarqué que le chagrin, on pouvait le voir sur le visage du Rabbi. Mais en même temps, le Rabbi a encouragé que on avance avec la joie. Et le Rabbi a dit, comme souvent, le Mrazaken, il a dit avec la marche Napoléon, que c'est pourquoi il l'a transformé en Igun Kadosh, c'est que c'est ce qui pouvait amener la victoire, c'est le fait qu'on va à la guerre, on marche avec joie, c'est un signe d'assurance et de victoire. Le Rabbi dit la simcha pourra amener l'annulation de cette accusation. Donc les chassidim ont commencé à réaliser l'ampleur, ils ont compris qu'il s'agissait ici de quelque chose qui fait très mal au Rabbi. Alors beaucoup de détails de ce qu'on sait, des démarches qui se sont passées à l'époque, pas tout le monde connaissait tous les détails, mais une chose tout le monde voyait, c'est qu'il y avait quelque chose de spirituel qui se passait, et qui remettait en question certaines choses, et qui prenait à cœur au Rabbi. Et donc on a vu que le Rabbi a pris un élan de joie, et il y a eu des choses qui se sont passées, le Tishri d'après, le Rabbi
au Farbringen de Rosh Hashanah, il a encouragé le chant de Nigun Akafa de son père. Aïe, 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 aïe. Le rabbi s'est levé. En général, il y a des périodes où chez les Rebbeim et chez le rabbi, c'était plus joyeux, et des périodes où c'est plus sérieux. La période de Simchat Torah, c'est une période plus joyeuse. La période de Rosh Hashanah, des Farbringen, il y a certainement de la joie, mais c'est des moments plus sereins. Et là, le rabbi, à la fin de ce Farbringen, il s'est levé et il a encouragé le chant avec les deux mains, quelque chose que le rabbi n'avait pas fait depuis de longues années. Donc on a vu que le rabbi a pris l'élan et la démarche, si on peut dire, que la victoire se passerait par la joie. Alors après, il y a eu le procès qui a commencé. Alors il y a eu plusieurs étapes dans ce procès. Déjà, il y a une première étape, c'est qu'ils ont voulu que le rabbi aille témoigner en personne. Et ils ont fait beaucoup de démarches pour faire comprendre que le rabbi ne pouvait pas, et le rabbi ne se déplaçait pas. Ils ont réussi à obtenir gain de cause, Baruch Hashem, Didan Notzach, et le Yud Gimel Kislev, de l'année Tafshin Memvav, 5746. Le tribunal a accepté que le rabbi n'a pas besoin de venir témoigner, que ce que le rabbi était représenté par les membres d'Agudat Rassi Chabad, donc le Rav Krinsky, le Rav Shem Tov et les avocats de la défense. Et c'était une grande victoire. Il faut savoir que quand ils ont annoncé au rabbi qu'il y avait une idée que Chaz Shalom il doit se déplacer au tribunal, le rabbi s'est exprimé, il a dit il faut réfléchir comment les Bachurim vont prendre une telle chose, vont supporter une telle chose. Qu'est-ce que le rabbi voulait dire? Si je peux me permettre, l'Admorazaken a été interrogé, il est en prison, tous les rabbis ils ont été amenés en prison, jusqu'au rabbi Rayat. Mais il faut savoir que chez le rabbi c'était autre chose. Le rabbi c'est un melech. Toute la naga du rabbi est d'une manière au-dessus encore, d'une manière avec une dimension beaucoup plus haute. Et le rabbi était inquiet. Ça veut dire quoi? C'est que si Chaz Shams, le rabbi était amené à aller au tribunal, ça aurait pris à cœur à tous les chassidim. Et le rabbi savait que ça allait prendre à cœur. Et le rabbi savait que parmi les chassidim, ceux qui le prennent le plus à cœur, et c'est qui vivent tous les jours avec le rabbi, et qui ont une affection, un attachement encore plus proche et plus particulier avec le rabbi, et vice-versa. C'est ceux que le rabbi l'appelait ses enfants, c'est les Bachurim, et le rabbi était inquiet comment les Bachurim vont prendre une chose pareille. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que depuis cette période, le rabbi ne disait plus de Mahamarim, à part à quelques occasions exceptionnelles. Un Mahamar, c'est un discours chassidique, comme le premier que le rabbi l'a fait lorsqu'il a pris l'Ensiout, Batilegani, et ça se dit avec le nigun du Mahamar, Batilegani Achotikala, c'est un autre air, c'est un autre nigun que lorsque le rabbi il prononce des discours chassidiques, des sichot dans les Farbringen. Et autant le rabbi il a dit beaucoup de sichot, il a dit des Mahamarim sous d'autres formes, mais Mahamar, le rabbi, il a arrêté d'en dire. Et lorsque il y a eu la fin du procès, comme on le dira plus tard, le rabbi s'était exprimé que maintenant on pourra dire la chassidoute. Ça veut dire que c'était clair qu'il y a eu une accusation qui a affecté certaines choses dans un premier temps en tout cas. Donc il y a eu le procès, et la date du procès a été fixée, Bashgacha Pratit, à la date du Yutet qui se lève. Et le fait que ça a été fixé à cette date-là, c'était un très bon signe pour les chassidim. La date sur laquelle la victoire de libération, le Rosh Hashanah Chassidut, la victoire de libération de Rabbi Shlomo Zalman, sur lequel Rabbi Shlomo Zalman il a proclamé que après sa libération, que Yad Chassidim ala Eliona, que la main des chassidim sera toujours au-dessus, c'est que les chassidim auront toujours gain de cause pour la Chassidut. Et donc le côté opposé n'a pas trop apprécié que ça soit fixé à cette date-là. Et ils ont essayé d'empêcher, mais ça s'est maintenu. Le procès a duré quelques semaines, 6 semaines. Les premières semaines, c'était des témoignages, des interrogatoires des deux côtés. Il y a beaucoup de personnes qui ont intervenu. Alors, la ligne principale de défense du rabbi, c'était une lettre il y avait plusieurs documents, mais dont une certaine lettre que le rabbi Rayatz avait écrite en Tafshin Vav en 1946 à un professeur qui s'appelait Dr Marx, qui est en Amérique, qui est un grand libraire, un grand bibliothécaire, à qui le rabbi Rayatz avait sollicité pour aider, pour restituer les livres en question qu'on a mentionnés, qui étaient encore bloqués en Europe, et dans laquelle le rabbi Rayatz il lui écrit clairement que tous ces manuscrits, ils sont prescrits sur le nom de l'association, l'organisation de Agudat Chassidei Chabad. Il mentionne les noms des chassidim qui sont membres à la tête de cette organisation en Amérique. Et le rabbi lui dit clairement, le rabbi Rayatz dit à ce docteur Marx que ce sont
le patrimoine, ces livres-là sont le patrimoine de la Goudat Hasidei Chabad des États-Unis et du Canada. Il lui dit c'est un patrimoine, une grande richesse qui appartient à tous les juifs des États-Unis. Donc ça veut dire qu'il dit clairement que c'était pas un bien personnel. Et là était tout l'enjeu de pouvoir prouver que ici c'était un bien qui appartenait aux Chassidim et c'était une première, si on peut dire, dans l'histoire. Le juge a dû passer beaucoup d'heures à réfléchir. Le juge, c'était un goy qui s'appelait Charles Simpson, et que lui, il dit qu'il n'avait pas de jurisprudence pour essayer de s'inspirer de cas similaires. Et il a dû étudier beaucoup de documents, comprendre le rôle d'un rabbi. Et durant ce procès-là, ils ont fait intervenir de grands rabbinim et de grandes personnalités qui sont venus expliquer quel est le rôle d'un rabbi. Le cas opposé disait que cette lettre, c'était juste que le rabbi Rayatz avait dit ça formellement. Il avait, entre guillemets, pas dit la vérité pour pouvoir solliciter l'aide de ce monsieur. Il fallait lui expliquer c'est qu'un rabbi ne ment pas. Et le juge a finalement compris tout ça. Mais c'était long, éprouvant. Ils ont fait intervenir aussi le célèbre Elie Wiesel qui a plaidé en faveur du rabbi lors de ce procès. Donc comme je disais, ce procès a duré quelques semaines et pendant tous les jours, il y avait des bus qui allaient de Kronheitz et tous les chassidim allaient et remplissaient toute la salle pour montrer une présence, un soutien à ce procès. Il y avait même de vieux chassidim qui ne comprenaient pas l'anglais, à qui on traduisait chaque chose qui se passait durant le procès. Mais les chassidim allaient fidèles au rabbi. Et pendant cette période, on disait, le rabbi il avait demandé qu'on dise des télim, on faisait des télim partout dans le monde, tous les chassidim du monde. Et le rabbi, pendant toute cette période, il allait tous les jours au Ohel. Tous les jours au Ohel pendant quelques semaines. Il faut savoir que lorsque le rabbi va au Ohel, le rabbi ne mange pas. Il boit quelque chose peut-être, mais il ne mange pas depuis le matin jusqu'à le soir qui revient du Ohel. Et donc, physiquement, on a vu que ça affaiblit beaucoup le rabbi. Et on a vu combien le rabbi prenait sur lui pendant toute cette période. Et après, on était dans l'attente du verdict de ce jugement. Il y a eu une autre étape. Et une autre étape dans ce procès, c'était le témoignage de la rabbinite Chayamushka. Donc la rabbinite a dû faire une déposition en tant que donc la fille du rabbi précédent pour répondre aux questions des avocats adverses. Et normalement, c'est quelque chose qui peut se faire dans les bureaux des avocats légalement, mais avec l'accord de tous, ça s'est fait dans la maison du rabbi. Alors, c'était un témoignage très très particulier qui était, si on peut dire, un peu éprouvant pour la rabbinite, mais qui a duré quelques heures. Alors, le rabbi lui-même s'était exprimé concernant ce témoignage qui allait avoir lieu, ce témoignage que le juge voulait entendre de la rabbinite. C'est pas le juge qui a interrogé, mais c'est les avocats qui se sont déplacés. Le rabbi l'a dit, elle va en sortir avec flying colors. Flying colors en anglais, ça veut dire c'est une expression pour dire avec une belle victoire. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ils ont posé beaucoup, beaucoup de questions à la rabbinite. C'est en présence aussi du Rav Krinsky, il y avait un traducteur, parce que la rabbinite répondait beaucoup essentiellement en yiddish et traduisant en anglais, pour comprendre le fonctionnement, comment ça fonctionnait chez son père, les biens qu'il a laissés, est-ce qu'il a exprimé quelque chose concernant cette sifria, concernant les livres, est-ce qu'il a hérité d'autres biens, il y avait beaucoup de questions, avec quel argent il vivait, etc., etc., etc. Et la rabbinite a répondu de la manière la plus claire sur chaque chose. Et à la fin de cet interrogatoire, ils ont demandé à la rabbinite, donc d'après vous, est-ce que cette sifria qui se trouve dans le sous-sol du 770 et dans le 770 et dans le bâtiment d'à côté, est-ce qu'elle appartient à votre père ou au chassidim? Et la rabbinite a répondu en anglais, It belongs to the chassidim because my father belonged to the chassidim. Elle a dit, ça appartient au chassidim parce que mon père appartient au chassidim. Et cette réponse, il s'y attendait pas. Parce que le juge l'a entendu aussi après, il a entendu tout le témoignage que la rabbinite elle a fait, et parce qu'il a montré la manière la plus évidente et la plus naturelle que le rabbi
son entité, c'est pas lui-même, il n'est pas là pour lui. Le rabbi, il est là que pour les chassidim, et naturellement, il n'a rien de personnel à lui. Et tout ce qu'il a, naturellement, appartient aux chassidim, parce que le rabbi existe, et le rabbi est là pour les chassidim. Et cette phrase a eu une influence très importante dans la décision du procès du juge. Et le rabbi en a parlé après dans les sikhot plus tard, surtout après la Istalkut de la rabbinite Chaim Mouchka. Le rabbi en a fait référence du rôle qu'elle a joué dans le procès des Sfarim. Pendant cette période, parmi la défense spirituelle que le rabbi a instaurée, comme on a dit, le rajout dans la Fatzat HaMayanot, le rajout dans le travail personnel, l'étude de Chassidut de chacun, le récit des Teilim, le rabbi en Tafshin Mem Zayin, dans l'hiver Tafshin Mem Zayin, dans les périodes qui ont précédé le verdict final, en 1986, 5747, le rabbi a encouragé, il a lancé une nouvelle campagne que chaque enfant dans chaque chambre, il devra faire un petit Bet Chabad. Donc le rabbi il a dit qu'il fallait faire des Bate Chabad dans le monde entier. Bon, il y avait déjà des Bate Chabad et beaucoup de Bate Chabad. Mais le rabbi il a dit dans chaque coin du monde, partout où on peut, il faut faire un Bet Chabad. Le rabbi il a relancé la campagne d'imprimer les Tanya dans tous les endroits où ça n'a pas encore été fait. Et le rabbi a demandé que chaque enfant aussi, dans sa maison, c'était à la fin de la période de Hanouka, que chaque enfant il doit demander Hanouka Gelt à ses parents, une femme doit demander à son mari, que les parents, ils voient que les enfants ils utilisent ça pour quelque chose de gloucha. Le rabbi a demandé que dans chaque chambre, chaque enfant il fasse son petit bet rabat en ayant un chumash, un sidour et une boîte de tzedaka, que ce soit un mini bet rabat. Le rabbi avait même demandé, et je m'en souviens dans mon jeune âge à l'époque, qu'on organise des réunions, chaque enfant dans sa chambre de son bet rabat, que ça soit dans un endroit visible, et qu'on invite d'autres personnes. Et donc ça, c'était la campagne que le rabbi a demandé aussi qu'on fasse imprimer. Tout ça, c'était en réponse, bien sûr, à cette, entre guillemets, accusation ou remise en question que le mouvement Chabad n'est pas actif, qu'on fasse imprimer un album de toutes les allumages publics de Hanouka. C'était un premier album qui était sorti à l'époque. Donc ça, c'était parmi la réponse spirituelle à ce procès. Et Baruch Hashem, donc le 5 Tevet, Tafshin Mem Zayin, 5747, est arrivé le verdict et la nouvelle que d'Idan Notzar, c'est notre victoire, et que les Sfarim appartiennent aux Chassidim, et comme la rabbinite l'a si bien dit, et que tout devait être restitué. Malheureusement, il y a eu un rappel à ce procès. Il y a eu plusieurs étapes. Mais déjà, le jour de Tevet, ça a provoqué une très 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 grande joie chez les Chassidim, une joie illimitée. Et donc le Rav Krinsky a été chercher le verdict au tribunal. Il a été remettre tout le document au rabbi. Et petit à petit, les Chassidim se sont rassemblés autour du 770 pour commencer à exprimer cette joie avec des l'chaim et des danses. Et là, le rabbi est descendu à Mincha. À cette période-là, le rabbi priait Mincha dans la petite choule, mais vu le monde, dans la petite choule en haut, mais vu le monde qui se trouvait là ce jour-là, le rabbi il est descendu, il a prié en bas. Et on peut voir plusieurs choses quand le rabbi est descendu. C'est que d'un côté, les chassidim étaient déjà après beaucoup de l'chaim et une joie illimitée. Le chazan, on entend dans sa manière de chanter, de faire qu'il avait dit beaucoup de l'chaim. Et on n'a pas dit tachanoun. Maintenant, le rabbi, quand ils n'ont pas dit tachanoun, le rabbi a fait signe comment ça se fait qu'on dit pas tachanoun. Et ils ont dit au rabbi qu'il y avait un khatan qui se trouvait là. Et donc, on n'a pas dit tachanoun. Mais on a vu qu'il y avait une joie quand même réservée chez le rabbi, car c'était pas fini. Il y a eu encore pas mal d'étapes après cela. Et un rappel qui ont tous fini par un Didan Notzar final. Et donc, il y a eu une grande simcha qui a duré pendant 7 jours. Jour et nuit, au 770, on dansait avec une joie illimitée. Et cette joie, elle venait d'où ? Elle venait du fait que les chassidim et les bachorim, ils ont tellement vu combien ça a pris à cœur au rabbi que c'était une joie pour le rabbi. C'était une joie purement pour le rabbi. Et il y a eu plusieurs Farbringen. Il y a eu un Farbringen où il y a eu même l'avocat Nat Lewin qui est venu, qui a parlé, qui a exprimé certaines choses et qui a raconté certaines yichidoutes qu'il a eu avec le rabbi pendant la période du procès, les instructions qu'ils ont reçues du rabbi pendant la période du procès. Et il y a le Rav Yoel Khan qui a parlé à cette intervention, et le Rav Yoel Khan, il a dit, aujourd'hui, c'est un Yom Tov, le Tevet, encore plus grand que le Yutet Kislev, parce que le Yutet Kislev, c'était quelque chose qui a remis en question la diffusion de la chassidoute, comme le rabbi, l'Admor Azaken, Rabbi Shlomo Zalman, lorsqu'il était en prison,
sont venus le visiter, ses maîtres, ils sont venus le visiter physiquement, comme le Rabbi dit. Ils sont venus le visiter, le Baal Shem Tov et le Magui de Mezrich, et à la réponse à sa question, comment ça se fait qu'il y avait tout cet emprisonnement, ils lui ont expliqué que c'était une accusation spirituelle du fait qu'il diffuse la chassidoute. Et il leur a demandé, alors, est-ce que je dois continuer? Il dit, maintenant que tu as commencé, tu devras continuer encore plus. On sait qu'après le Yutet Kislev, on appelle ça chez les chassidim, avant Peterbourg et après Peterbourg. Peterbourg, c'était l'endroit, la ville où le Rabbi le Moazaken était, où il y avait la prison. Et il a diffusé la chassidoute avec une dimension encore plus large. Donc le Rabbi a fait comprendre que c'était aussi une accusation. Et Rabbi Olkan, il a dit que là, c'était une accusation qui n'était pas seulement sur la lumière et le message de la chassidoute, comme c'était à l'époque du Tet Kislev, mais c'était une accusation contre le Maor, le luminaire, la source de la lumière. Chazal, si on peut dire, comme le Rabbi l'a exprimé, c'était une remise en question sur la nécessité du Rabbi, et voilà la victoire d'aujourd'hui. Donc l'avocat, il l'a exprimé, il a dit, tous les avocats des États-Unis, ils sont jaloux de ma position aujourd'hui et de cette victoire. Il a dit, j'ai déjà eu des victoires, il en a eu des belles victoires, et elles sont célébrées, elles sont marquées par une invitation à un dîner, par des cadeaux qu'on lui envoie. Mais il a dit une victoire qui s'exprime par des danses jour et nuit pendant 7 jours, il a dit ça, j'ai jamais vu dans toute ma carrière. Et le Rav Krinsky, Rav Yuda Krinsky, secrétaire du Rabbi, qui était en charge de toute la procédure ici, il s'est exprimé, il a dit à l'avocat que vous avez eu le mérite que vous serez prescrit dans le Sefer Azichronot de Toldot Rabat pour toutes les générations. Bien sûr, il a eu un grand mérite, il a joué un très grand rôle, et c'était un très grand srout qu'il a eu. Et donc, pendant une semaine, c'était de la joie illimitée pendant 770 chez le Rabbi, jusqu'au jour de Yud Bet Tevet. On rentrait dans les 30 jours avant la date du Yud Shvat, la Istalkut du Rabbi Rayatz, et qui marque la date de la Nessiout où le Rabbi a pris le leadership du mouvement Chabad. Et donc le Rabbi a prononcé un discours. Et là, le Rabbi a dit qu'il a fait comprendre, en d'autres mots, que la joie elle est très belle, mais il ne faut pas oublier que c'est la victoire des livres. Et les livres, cette victoire, ça se pratique en étudiant les livres. Donc le Rabbi a fait comprendre que maintenant il faut se mettre au travail, étudier, se préparer. On est dans les 30 jours avant la fête, avant la date, si on peut dire, qui marque le Yud Shvat, la Istalkut du Rabbi Rayatz, et l'initiation du Rabbi qu'il faut se préparer. Et le Rabbi a donné tout un seder de quelle manière il fallait étudier, que ce soit depuis ceux qui étudient au Cheder, à la Yeshiva, au Kollel, tout le monde doit étudier. Et tout le monde doit se faire interroger chez son enseignant, chez son Rav, chez son Moré. Et le Rabbi il a dit, je veux avoir un compte-rendu des notes. Et le Rabbi a dit, ceux dont le nom ne figure pas là-bas, il n'y aura pas d'excuses, c'est qu'ils n'ont pas étudié. Donc le Rabbi il a fait comprendre que les choses sont sérieuses, qu'il faut que la joie s'exprime aussi, pas que dans la danse, mais dans l'étude. Et après cette intervention, cette sikha du Rabbi, le 770 a changé de couleur, et tout le monde s'est mis à étudier. Et on voit comment les rabbinim, ils interrogent les élèves, etc. Après, il y a eu, comme on a dit, le rappel à ce procès, et il y a eu la victoire le 25 Marcheshvan de l'année qui a suivi, Tafshim Memchet, 5748. Et quelques jours plus tard, le 27 Marcheshvan, ils ont décidé que les livres qui étaient donc gelés peuvent revenir au 770. Et le 2 Kislev, les livres sont arrivés au 770. Toute une autre histoire aussi autour de cette date. Après, il y a eu encore d'autres procédures et d'autres suites à ces procès. Et ça, c'est l'étape finale a été à la date du Chafret Elul Tafshin. C'était le Gimel de Slichot, le 28 Elul 5750-1990. Et donc, à ce moment-là, quand on annonce au Rabbi que c'est fini et que les derniers livres, ils sont retournés à la Sifriya, le Rabbi, il a dit... Ça y est, c'est fini. Le Rabbi s'est exprimé 2 fois, il a reposé la question 2 fois. Et le Rabbi a dit, donc maintenant on pourra dire de la chassidoute, on pourra réciter de la chassidoute. Le Rabbi a dit ça, mais malgré tout, on n'a pas eu de ma'amarim comme on a connu à l'époque. Le Rabbi a continué bien sûr à diffuser de la chassidoute, à dire des sichot et des farbringen. Et le Rabbi, pendant ces années-là, il corrigeait des ma'amarim qu'il avait dit dans les années auparavant, mais des ma'amarim depuis cette période, comme on a précisé, le Rabbi n'en a plus récité. Alors, pour revenir sur cette fameuse phrase que la rabbinite a dit dans son témoignage, où elle a exprimé que la Sifriya appartient au Chassidim parce que
mon père appartient au chassidim. Le rabbi, il pose une question dans un Mahamar. C'est expliquer que il y a 3 sortes de mitzvot. Il y a Edut Rukim ou Mishpatim. Mishpatim, ce sont les lois que la logique nous impose et que même si Akadosh Baruch Hu ne nous avait pas ordonné, on les aurait appliquées. Edut, c'est des lois qu'on n'aurait pas initiées de nous-mêmes, mais après qu'Akadosh Baruch Hu il nous les a ordonnées, on peut y comprendre la logique et les raisons de ces commandements, de ces mitzvot. Chukim, ce sont les lois, comme par exemple Paradoum, Achatnez, dont on ne connaît pas la raison, ce sont Chukim, des décrets, et on les accomplit tout simplement sans logique, sans comprendre, que parce que Akadosh Baruch Hu nous les a ordonnés. Mais c'est expliqué que même les autres sortes de mitzvot, dont on connaît un peu, dont on comprend certaines logiques dans l'accomplissement de la mitzvah, certaines raisons, on doit aussi toutes les accomplir, en tant que chukim, pas seulement parce qu'on comprend et connaît la raison, mais en tant qu'une loi, parce que Akadosh Baruch Hu il nous a ordonné. Et on dit par exemple, parce que chaque mitzvah, elle a peut-être sa raison dans laquelle elle s'est habillée ici-bas matériellement, dans la raison logique, mais chaque mitzvah a aussi son côté de chok, de loi, de décret, et chaque mitzvah on doit l'accomplir aussi en tant qu'une chok, parce que Akadosh Baruch Hu l'a ordonné. Et on dit que Shlomo HaMelech, il connaissait les raisons même de toutes les chukim, sauf une seule. Sauf un seul décret, une seule des chukim, il ne connaissait pas la raison, c'est celle de la vache rousse de la paradouma, qui est là pour purifier, et il ne connaissait pas la raison. Et c'est expliqué que pourquoi il ne connaissait pas la raison, parce qu'il fallait qu'au moins une des mitzvot, des 613 mitzvot, il puisse l'accomplir en tant que décret, parce que s'il connaît toutes les raisons à toutes les mitzvot, elles seront accomplies chez lui avec accompagnées d'une logique, de quelque chose de rationnel, d'une raison. Il fallait qu'il y ait au moins une seule mitzvah qui soit accomplie chez Shlomo HaMelech en tant que décret, en tant que chouka. C'est pour ça qu'il ne lui a pas été révélé la raison de la paradouma. Par contre, on dit que Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit à lui, le Cha'ani Megaletam para. Dieu il lui a dévoilé la raison de la paradouma. Alors la question se pose, alors si c'est comme ça, Moshe Rabbeinu, ça veut dire que toutes les mitzvot, il en connaît la raison. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule mitzvah qui va accomplir purement, entièrement, à 100% en tant qu'un décret, puisque même celle de la paradouma, il en connaît la raison, puisque Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé la raison. Donc comment chez lui, ça peut s'appliquer qu'il va accomplir toutes les mitzvot entièrement, qu'il y a au moins une mitzvah qu'il accomplit en tant que chouka, en tant que décret. Et l'explication que le rabbi donne dans un Mahamar, dans un discours chassidique, c'est que Moshe Rabbeinu, c'est marqué, Rashi le ramène, un Nasi ou Akol. Moshe ou Israël, Israël ou Moshe. Le Nasi incarne tout. Les Juifs, c'est Moshe, et Moshe, c'est les Juifs. Ça veut dire que le Nasi adore. Le Moshe Rabbeinu n'a pas une entité de lui-même, à part entière. Il est une seule chose, son rôle, il est complètement annulé dans son rôle de leader, de diriger le peuple juif et de l'accompagner chaque juif dans sa mission sur terre et de le rapprocher vers Akadosh Baruch Hu. Alors, étant donné que Anassi ou Akol, Moshe Rabbeinu, lorsqu'il accomplit les mitzvot, il l'accomplit pas à son niveau à lui, il est complètement attaché, il l'accomplit tel que les Bnei Israël il l'accomplissent. Et même connaissant la raison de la paradouma, puisque les Juifs et les Bnei Israël ne connaissent pas la raison, donc lui qui est complètement identifié avec les Bnei Israël, avec chaque Juif, donc la manière comment il accomplit les mitzvot lui-même, c'est comme les Juifs ils l'accomplissent, et de même que les Juifs ils connaissent pas la raison des Chokim, incluant la paradouma, alors même Moshe qui connaît la raison de paradouma, lorsqu'il accomplit, il l'accomplit comme un autre juif qui l'accomplit, parce qu'un Nasi ou Akol, il est comme le juif, il est au niveau du juif, il n'a pas sa propre entité, sa propre identité lorsqu'il accomplit la mitzvot, c'est complètement annulé en tant qu'un shliach, un Nasi du peuple juif, et donc lui, il ne le fait pas en tant que quelqu'un qui connaît la raison, malgré que Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé, lui, il le fait en tant que chouka, en tant que décret. Alors, c'est dans le même esprit de ce que la rabbinite a dit lors de ce jugement, que les Sfarim appartiennent au Chassidim parce que le Nasi Ador appartient au Chassidim. Et ça, Baruch Hashem, on a pu le voir, et on peut en parler longuement, dans le dévouement que depuis le premier jour que le Rabbi l'a pris à Nsiout, toutes les années qu'on a pu voir, entendre le Rabbi, et voir combien le Rabbi il est complètement investi dans sa shlichut de Nasi Ador, de diriger le peuple juif, Begashmiut physiquement, et Boruchniut, tout ce que le Rabbi a fait comme effort pour donner
cette lumière de Torah, cet exemple de Torah et d'Avoda, et cette diffusion de la chassidoute, et toutes ces brachot que le Rabbi l'a amené, que le Rabbi continue à amener au peuple juif. Et peu importe si le temps il est passé, et aujourd'hui, Bene Bassa, on ne le voit pas physiquement, mais comme le Rabbi l'a dit, le Rabbi est vivant et actif en nous, par nous, à travers nous. Alors, pour terminer, il faut savoir que le lendemain de Etevet, le Vav Tevet, le Si Tevet, après la prière du soir, après la prière de Ma'ariv, le Rabbi a prononcé quelques mots dans lesquels il a dit que on se trouve en ce moment dans un moment de Et Ratzon, un moment propice. Ça veut dire déjà, le Rabbi fait savoir que c'est un Et Ratzon, ça veut dire que c'est un moment propice dans le ciel pour que ici-bas, les Juifs peuvent demander à Akadosh Baruch Hu. Et le fait que le Rabbi il fait savoir ça, c'est pas tous les jours, c'est pas quelque chose d'habituel. Et là, le Rabbi dévoile et fait savoir aux Chassidim que c'est un moment propice dans lequel chaque Juif il peut demander ce qu'il a besoin dans tous les domaines matériels et spirituels. Et donc le Rabbi a poursuivi, il a dit que demain il va aller au L. Et tous ceux qui souhaitent, ils peuvent envoyer des dours. Des dours, ça veut dire des comptes rendus, des bonnes nouvelles, et des pannes, et des demandes, et des brachot. Et le Rabbi il a dit, comme je ne pourrais pas lire tous les pannes, donc c'est justement l'opportunité pour ceux qui avaient peut-être besoin d'écrire certaines choses pour lesquelles ils peuvent être gênés ou avoir honte, puisque de toute façon ça ne sera pas lu, ils peuvent les envoyer, c'est juste que ça sera transmis à Kadosh Baruch Hu par l'intermédiaire de mon beau-père, par l'intermédiaire du Rabbi Rayat, du Rabbi précédent. Et on peut voir après que le lendemain, le 7 Tevet, lorsque le Rabbi est parti au L, on voit dans les vidéos comment avant que le Rabbi parte au L, les secrétaires ils remplissent la voiture avec des sacs et des sacs de toutes lettres, toutes sortes de lettres et de pannes que les Juifs ont envoyées du monde entier par fax au secrétariat du Rabbi, que le Rabbi a apporté, que le Rabbi a amené avec lui lorsqu'il était au L. Alors, Yiratson, que de même qu'on a vécu ce moment de Et Ratson et de Didan Notsar, ce moment propice, qu'on puisse utiliser ces jours-ci de Et Ratson pour rajouter dans tout ce que le Rabbi attend de nous, dans Torah, Mitzvot, Afatzat Amayanot, et dans tous les domaines, et préparer le monde à la venue du Mashiach, et que ça soit vraiment le Et Ratson, le moment le plus propice pour qu'on puisse mériter au dévoilement du Rabbi avec la Goula à Mitit Vashlema.